Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les dynamiques d'investissement touristique que nous organisons avec notre partenaire Ancoris. Donc un webinaire qui se déroulera pendant 1 heure environ avec deux parties. Une première partie sur les résultats du baromètre de l'investissement touristique, enfin des dynamiques d'investissement touristique en 2024 sur lequel vous avez été amené à répondre l'année dernière. Et une deuxième partie sur un retour d'expérience de l'agglomération Seine. Donc, je serai aujourd'hui avec Régis Petit, qui est président de la DGCF et DGS de l'agglomération Seine, Vinciane Mazur, qui est DGA Attractivité pour l'agglomération, et Delphine Butelet, qui est chargée d'investissement touristique pour l'agglomération également, et Yannick Musetta, qui est directeur attractivité pour Ancoris. Euh, Simplement quelques petits rappels pour le bon déroulé du webinaire. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je le ferai moi-même, mais c'est plus simple si vous le faites directement. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, vous pouvez interagir dans le chat ou demander la parole sur l'onglet Réagir. On vous la laissera volontiers plutôt en fin de webinaire. On va dérouler la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques. Elles seront mémorisées. On pourra les prendre à la suite. Mais l'idée, c'est d'avoir un webinaire quand même interactif. Donc, n'hésitez pas à réagir à la fin des présentations. Le replay est, voilà, désolé, je gère la salle d'attente en même temps. Le replay et la présentation vous seront transmis en fin de semaine, à la fin du webinaire. Donc, pas d'inquiétude si vous devez partir plus tôt ou si vous êtes arrivé en retard. Vous pourrez tout recevoir d'ici la fin de semaine. Je ne serai pas beaucoup plus longue. Je vais laisser la parole à Régis Petit avant de démarrer. Oui, merci Juliette. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire qui concerne les sujets touristiques. Alors, j'interviens, comme le disait Juliette, à deux titres, avec ma casquette de président de la DGCF, bien sûr, mais aussi en tant que DGS de l'agglomération Sénor, puisque mes deux collègues, Delphine et Vinciane, vont vous parler un peu de ce qu'on a pu faire avec notre partenaire Ancoris, que je remercie à nouveau pour l'organisation de ce webinaire. Alors, pourquoi on parle d'attractivité touristique? D'abord parce que c'est un enjeu identifié comme un relais de croissance dans bon nombre de collectivités. On parle beaucoup d'économie résidentielle. Quand on parle de développement économique, on pense souvent à l'industrie, mais finalement, quand on regarde les territoires industriels en France, il n'y en a plus tant que cela. En tout cas, la réindustrialisation que tout le monde appelle de ses voeux n'est pas si simple à organiser. Et un des relais de croissance, c'est l'économie résidentielle, et donc notamment dans cette économie résidentielle, le tourisme. Ça, c'est un premier point. Le second point, quand on regarde aussi un peu les choses au niveau national, c'est qu'on voit bien que les zones traditionnellement très touristiques, que ce soit les zones littorales, les zones montagnardes ou les grandes villes, elles sont elles-mêmes confrontées à des sujets, à des difficultés. Je pense notamment à l'économie de la montagne, hein, avec des difficultés qui sont liées à la transition écologique et au changement climatique qui se profile. Et on voit bien qu'il y a quelques stations de montagne, notamment, qui font des choix assez durs, hein, d'abandonner l'économie de la neige, hein, comme on dit. Et donc, du coup, ça pose un certain nombre de difficultés de réorientation. Et donc, c'est un peu l'idée de balayer tous ces sujets. Et puis enfin, je l'ai un peu dit, mais globalement, la transition écologique nous interroge. Alors, pour les stations de montagne, ça paraît évident, mais quand même, dans les zones urbaines, les chaleurs excessives, l'accès aux ressources, les limites physiques des accès aux ressources, notamment à l'eau, posent un certain nombre de difficultés. Les difficultés liées pour les zones très touristiques au logement, avec le développement des Airbnb, enfin des locations saisonnières qui viennent en contradiction avec les personnes qui souhaitent se loger sur place. Bref, on va essayer de balayer l'ensemble de ces sujets. Je ne sais pas si on y arrivera à tous les balayer en 1 heure, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant et vu le nombre d'inscrits, je pense que on a eu raison d'organiser ce webinaire. Alors, je suis pas sûr de rester sur toute la durée. À un moment, je serai sans doute obligé de vous quitter, mais je vous souhaite vraiment une bonne session et je remercie à nouveau notre partenaire Ancoris pour nous avoir aidé à l'organiser. Je remercie bien sûr Juliette qui est à la manœuvre, comme d'habitude. Voilà, merci à toutes et tous et bon webinaire. Merci. Merci Régis.
Eh bien, c'est parti. Merci, merci à tous d'être là. Alors, on va introduire très rapidement qui on est déjà pour que vous puissiez aussi savoir d'où viennent les données qu'on va vous présenter et puis un petit peu ce qu'on fait. Mais très rapidement, on va venir sur la présentation. Il faut juste que j'arrive à bouger les slides, ce qui n'arrive pas. Voilà, ça y est. Donc, on va revenir effectivement sur des données qui sont traitées chez nous tous les ans. Donc, les données qu'on va vous présenter proviennent en fait de tous les projets qu'on a pu traiter en 2024. Sachant que l'on organise, enfin, on rédige ce type de baromètre depuis plusieurs années maintenant, et on intervient sur des sujets de prospection d'implantation touristique depuis 2016, donc presque 10 ans. On reviendra également sur le retour d'expérience de l'Aglo-Center, justement, sur les politiques qui sont mises en place pour accueillir, accepter, accélérer l'investissement et l'implantation de ces projets touristiques. Voilà un petit peu le programme de l'heure qui arrive. Alors, donc, je suis Yannick Mussatin, moi, je suis directeur de l'attractivité chez Ancoris. Et je suis accompagné par Vinciane. Je vous laisse vous présenter peut-être Delphine et Vinciane. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis Vinciane Mazur. Je suis directrice générale adjointe à l'agglomération Seineur en charge de l'attractivité, de la valorisation du territoire et donc une partie touristique du coup qui nous intéresse aujourd'hui. Et bonjour à tous, donc Delphine Butelet, je suis en charge des investissements touristiques à l'agglomération Seineur depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Merci. Alors, pour représenter très rapidement Coris, on est 45 personnes, un petit peu partout en France et puis un peu à l'étranger également. On a à peu près 8000 échanges avec des dirigeants d'entreprises tous les ans dans le cadre de nos actions de prospection et d'études. Alors, ça concerne à la fois des projets industriels, mais aussi des projets touristiques, et on y reviendra évidemment plus largement. Et on intervient sur tous les domaines du développement économique, de l'industrie, du tertiaire, et surtout aussi du tourisme, sur de l'élaboration de schémas de développement touristique jusqu'à des formations pour des collectivités. Et notre métier principal et qui nous apporte la légitimité, j'ai envie de dire, c'est le traitement en fait et la détection, la qualification de projets d'implantation touristique dont on va vous présenter les résultats à l'instant. Et donc on travaille avec j'ai envie de dire tous les organismes qui travaillent de près ou de loin sur du tourisme, que ce soit des agences d'attractivité, des CRT, des ARD, et puis depuis cette année aussi, enfin depuis 2 ans avec Atout France, notamment dans le cadre du TBIT, donc du tableau de bord des investissements touristiques, qui reprend en partie les données qu'on va vous présenter aujourd'hui. Assez parlé de nous, on va parler plutôt des projets et puis voilà un peu des tendances qu'on a pu observer sur l'année 2024 et qui continuent cette année, avec pour nous 7 grands enseignements à retenir. La première, c'est qu'il y a une hausse de la demande d'implantation touristique dans les territoires français, donc une hausse du nombre de projets qu'on a pu traiter et qualifier. C'est pas le cas sur les autres secteurs d'activité, c'est pas le cas sur l'industrie, puisqu'on a vu une baisse de 17% du nombre de projets industriels, par exemple, en 2024. C'est pas le cas sur le tertiaire ou sur la logistique. Donc, il y a un vrai effet bénéfique et un vrai effet économique important, en tout cas par rapport aux investissements touristiques sur ce domaine. Deuxième point, c'est que l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie en particulier, est une valeur refuge pour les investisseurs. On voit aussi avec un nombre d'investissements dans les projets touristiques qui continuent à être à la hausse. Sur les autres enseignements à retenir, c'est un allongement aussi de la temporalité de l'implantation des projets avec de la réglementation, des financements, etc., qui sont plus difficiles à obtenir. Et donc, qui fait que les projets, entre le moment où l'idée est née et puis l'implantation qui se fait, sont plus longs aujourd'hui. On y reviendra plus longuement. Ce qu'on note aussi ces dernières années, particulièrement en 2024, c'est une vraie recherche de biens patrimoniaux pour se démarquer en termes de concept, pour se démarquer par rapport à une certaine formalisation qu'il y a pu avoir à un moment donné. Et donc c'est aussi un vrai palliatif aux ânes, plutôt que de démarrer de zéro sur un foncier qui est de moins en moins disponible, repartir de biens existants un peu originaux pour développer son concept. On a une augmentation aussi de la responsabilité RSE des projets que l'on détecte, donc avec une vraie volonté de la part des investisseurs aussi de se démarquer de ce point de vue, notamment pour augmenter l'acceptabilité des projets qui peuvent s'implanter, et puis parfois aussi, et la plupart du temps, j'espère, par une vraie conviction des investisseurs sur ce sujet.
Et puis les deux derniers points qu'on a pu remarquer, c'est des projets aussi de plus en plus disruptifs, modulables, qui essayent de casser les codes et qui sortent du projet touristique pur pour vraiment avoir un ancrage territorial fort avec un accompagnement et une volonté aussi souvent de voilà d'avoir un ancrage territorial et de d'impliquer la population locale dans le projet. Et puis enfin, et ça, j'ai envie de dire, c'est la balle est dans votre camp, c'est qu'il y a un vrai besoin de sécurisation des projets de la part des investisseurs, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue foncier, d'un point de vue financement. Et là, on a besoin sur ces projets pour qu'ils s'implantent d'une vraie ingénierie de la part des territoires et d'un vrai accompagnement. Donc voilà un petit peu le sommaire, j'ai envie de dire, de la présentation qu'on va vous faire dans l'heure qui vient. Et donc, un petit rappel, hein, c'est que sur les projets touristiques, toutes les données qu'on va vous présenter, elles sont issues de 2500 contacts qu'on a par an avec des dirigeants, des investisseurs, des exploitants touristiques. Sur ces 2500 contacts, on fait un énorme tri puisque les projets qu'on transmet en fait au territoire sont des projets qui sont matures, donc immédiatement exploitables, qui peuvent s'implanter vraiment dans les 18, 24, 36 mois grand maximum et qui ont un financement qui est déjà prévu. Et donc de ces 2500 contacts, on a qualifié nous 250 projets qu'on a pu transmettre à une vingtaine de partenaires un petit peu partout en France et un petit peu à l'étranger aussi, en Belgique notamment. Voilà pour ces éléments. Alors, sur la hausse, bah, elle est assez nette hein, depuis 2021. Donc, on est en 2024 à 277 projets transmis. C'est plus de 25% quasiment par rapport aux années précédentes. Donc, il y a une vraie grosse augmentation en 2024 par rapport aux années précédentes. Malgré un contexte, hein, on le sait, de financement compliqué, de problématiques liées à des PLU aussi qu'il faut modifier dans bien des cas, de Lausanne aussi, avec un problème de disponibilité de la ressource foncière. Donc voilà, malgré tous ces éléments, il y a une vraie résilience de la part de ces investisseurs dans des projets touristiques. Et donc, c'est une vraie valeur refuge aussi par rapport à peut-être l'industrie aujourd'hui où il faut être vraiment très accroché pour vouloir investir dans l'industrie en France aujourd'hui si on n'est pas accompagné, si on n'a pas un projet solide. Donc le tourisme, en tout cas, devient une vraie valeur refuge par rapport à ça. Alors, on vous l'a pas dit, mais n'hésitez pas aussi au fur et à mesure à poser des questions. Alors, on reviendra dessus vraiment tout à la fin, mais si au fur et à mesure des questions vous viennent, des interrogations, des besoins de compléments, n'hésitez pas à les poser aussi dans la conversation pour qu'on puisse les prendre au fur et à mesure. Et donc sur ces 277 projets que l'on a pu traiter, alors la filière hôtelière est toujours majoritaire, hein, 34% des projets qu'on a pu détecter. Alors à la fois de la part des investisseurs et puis à la fois aussi de la part des demandes qu'on peut avoir des territoires avec lesquels nous travaillons, qui ont une volonté voilà d'élargir leur offre d'hébergement. Donc il y a toujours cette volonté d'aller chercher sur ces besoins d'hébergement en hôtel, mais on reviendra après sur ce qu'est un hôtel et on sort vraiment du schéma classique des hôtels qu'on peut voir avec de vrais concepts nouveaux. L'hôtellerie de plein air aussi, qui est une filière en pleine mutation, mais qui a toujours le vent en poupe avec 27% des projets qu'on peut traiter, avec une vraie montée en gamme aussi sur cette hôtellerie de plein air où les gens qui veulent juste poser leur tente ont des difficultés maintenant à trouver des campings très simples, mais vont plutôt trouver justement des campings, des hôtelleries de plein air avec des bungalows de gamme, des services très développés, très complets, qui augmentent la rentabilité aussi forcément du mètre carré pour les gens qui gèrent ce type d'hôtellerie. On y reviendra aussi plus en détail, mais les biens de caractère, ça c'est une vraie forte demande qui concerne une clientèle bien particulière, mais avec des taux de remplissage, des taux de rentabilité qui sont aussi très importants, et donc avec une recherche de la part des investisseurs vraiment poussée sur ces biens de caractère. Alors, sur les gîtes et chambres d'hôtes, on est à 17% des projets demandés, traités. C'est vrai que c'est des choses qui se font peut-être un peu plus facilement, avec des investissements qui sont moins importants et avec un impact local qui peut être moins important, mais malgré tout, qui reste très important, notamment dans les zones rurales, avec un vrai effet d'hébergement disponible qui permet à certaines zones, en tout cas, d'attirer plus de touristes. Et puis enfin, sur la restauration, c'est 11% des projets qu'on traite dans le cadre de nos programmes. On n'a jamais eu autant de restaurants à reprendre cette année. On n'a jamais vu autant non plus de restaurants s'ouvrir. Donc, malgré les difficultés qu'il peut y avoir de recrutement, de rentabilité là aussi, il y a toujours un fort besoin de restauration.
Et puis enfin, parce qu'on parle beaucoup d'hébergement, mais en réalité, le tourisme, c'est aussi beaucoup l'activité et les loisirs. Alors, c'est 4% des demandes, mais malgré tout, là aussi, sur des concepts un peu innovants et avec une vraie expérience qui est proposée en fait aux gens qui passent sur vos territoires et qui peut les faire rester un petit peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment une activité à pas négliger. Donc voilà un petit peu sur des chiffres un peu bruts comme ça. On va revenir un petit peu plus dans le détail sur le pourquoi du comment de tous ces chiffres. Donc je vous le disais, hein, dans les éléments à retenir, c'est ce qu'on note, c'est qu'il y a une temporalité vraiment plus importante sur les projets touristiques et sur leur implantation. Alors ça vient de tout un tas de difficultés où vous pouvez parfois avoir moyen de réduire les coûts et les délais, parfois non, mais en tout cas il y a des leviers qui peuvent permettre de réduire ce temps d'implantation. Le premier d'entre eux, en fait, c'est les enjeux fonciers immobiliers. Donc, c'est quand un investisseur en fait a une idée en tête, il faut pouvoir identifier assez rapidement le bien qui va pouvoir correspondre. Et donc, il est extrêmement important pour les structures qui veulent intervenir sur le sujet, d'avoir identifié les fonciers, l'immobilier disponible, que ce soit sur le parc privé comme sur le parc public, pour pouvoir faire des propositions assez rapidement et être assez agile. Donc ça, c'est un des éléments évidemment les plus importants. Le deuxième élément qu'on note qui nous est remonté nous, de la part des investisseurs, c'est les règlements, les PLU, les études d'impact environnemental sur certains projets. Voilà, tous des éléments qu'on voit aussi hein, sur l'industrie évidemment, mais qui ont un vrai impact aussi dans la temporalité. Et plus le projet est important et gros, et plus ces impacts réglementaires vont aller dans un sens ou d'un autre. Alors, je vois qu'il y a des premières questions. Je vous dis, hein, on prend et puis on reviendra à la fin dessus, mais c'est bien noté. Autre difficulté, alors là, pareil, qui n'est pas propre au tourisme, hein, c'est la difficulté de financement. Donc, on voit beaucoup d'investisseurs qui ont des fonds propres, qui ont les reins solides pour pouvoir investir, ceux qui obtiennent les financements finalement le plus facilement. Et puis, des indépendants qui, là, doivent vraiment montrer patte blanche avant de pouvoir obtenir ces fameux financements et déclencher leur projet. Mais une fois de plus, c'est pas propre au tourisme, hein, c'est propre à tous les secteurs d'activité en ce moment. Donc, on continue en tout cas malgré tout à voir ces freins et ces difficultés de ce fait. Et puis enfin, ce qui peut allonger la temporalité d'une implantation, c'est la phase de conception, de concertation avec les acteurs locaux, avec les acteurs privés, avec les actionnaires, avec la population locale aussi parfois. Donc avec un besoin d'acceptabilité de ces projets et de compréhension. Donc voilà, ça c'est un accompagnement aussi qui peut être porté et qui est vraiment important. Donc voilà, tous ces éléments combinés, en tout cas, ça rend ces projets complexes, mais malgré tout, on voit que ces projets continuent d'augmenter. Donc ça ne refroidit pas les investisseurs, ça les ralentit tout simplement. Et donc il faut réussir à lever tous ces verrous quand c'est possible. Je reviens un petit peu, alors je vais pas revenir parce qu'on a déjà pas mal évoqué, mais sur l'acceptabilité territoriale, on a vu ces derniers mois sur l'industrie des problèmes d'acceptabilité qui empêchaient en fait certaines industries de pouvoir s'implanter sur des usines agroalimentaires par exemple ou sur des usines plus particulièrement de fabrication de produits qui n'étaient pas forcément en relation avec une acceptabilité environnementale en fait de la part des populations. Et on remarque la même chose en fait pour les projets touristiques. On a tous en tête des projets qui se sont pas faits justement parce qu'ils s'implantaient sur des fonciers qui n'étaient pas considérés comme exploitables de la part d'une partie de la population. Donc il y a vraiment ce travail à faire aussi quand c'est nécessaire d'accompagner les porteurs de projets sur ces éléments parce que ça devient de plus en plus un frein, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ou 4 ans la plupart du temps. Donc parfois, il y a des réunions publiques à organiser, des informations à organiser auprès des riverains pour pouvoir augmenter cette acceptabilité. Euh, voilà ce que je peux dire pour ces éléments. Je vous propose de passer à l'autre enseignement qu'on a noté de la part des chiffres et des projets qu'on a pu traiter en 2024. C'est le patrimoine bâti comme une vraie opportunité stratégique. Donc la première chose à faire, c'est identifier justement ces patrimoines bâtis qui sont dans le domaine public comme dans le domaine privé.
Alors, on a souvent en tête évidemment des châteaux, mais pas que, hein. Récemment, on a pu accompagner un projet à Saint-Amand-les-Eaux sur une friche industrielle, donc très particulière, où la collectivité s'interrogeait sur justement le devenir de cette friche et de pourquoi pas remettre de l'industrie dessus. Et puis l'étude a démontré que l'idée était plutôt d'aller apporter du loisir en fait sur une entrée de ville, vraiment avec une qualité du bâti qui était assez remarquable malgré le fait que ce soit une friche industrielle. Donc un appel à projet a été lancé et c'est un acteur local qui s'est positionné pour installer tout un complexe de restauration, karting, loisirs, escalade, etc. Donc vraiment un complexe qui répond aussi à la zone de chalandise locale. Et donc là, c'est vraiment sur un bien atypique qui n'était pas du tout prévu pour ça initialement, qui fait que l'investisseur s'est intéressé à ce bien et qui va proposer en fait une expérience vraiment complète derrière aux porteurs de projet. Donc c'est le cas aussi sur de l'hébergement évidemment, donc d'aller sur du bâti vraiment différenciant, sur du bâtiment historique, etc., qui va permettre de créer une expérience vraiment immersive de sens, une expérience qui va sur une journée, sur un week-end, pouvoir se démarquer par rapport à des hébergements plutôt classiques. Et donc, bah, finalement, favoriser un taux de remplissage et un taux de rentabilité qui est un peu plus important. Donc, on vous invite évidemment, quand c'est le cas, à vraiment pousser ces éléments et pousser ce patrimoine quand vous en avez l'occasion pour pouvoir le rendre visible justement auprès de ces porteurs de projets. Donc, il y a une vraie curiosité par rapport à ces biens atypiques ou patrimoniaux. Euh, cinquième pardon, levier, ou en tout cas remarque qu'on a pu noter, c'est par rapport à la responsabilité RSE des projets. Donc je vous le disais, hein, l'acceptabilité est super importante par rapport à l'implantation des projets in fine. Et donc il y a vraie augmentation du nombre de projets qui considèrent ces critères et ces piliers de la RSE. Donc ils sont environnementale, évidemment, on a tout ça en tête, mais aussi sociale. Et donc d'inclure aussi les populations locales, voisines dans les projets, ça fait partie des choses qui sont de plus en plus regardées pour des questions de recrutement, bien évidemment, mais pas que. On a par exemple, alors c'est pas le projet qu'on a là, mais on l'a sur une autre, mais dans le secteur dans le Lot, pour le territoire de Covaldor, un projet qui s'est installé, qui fait vraiment le lien entre l'hébergement et puis proposer aussi des espaces qui sont des espaces de rencontre avec les populations locales, de salles de réunion, de restauration, etc., qui permettent en fait d'avoir un lieu qui n'est pas réservé qu'aux touristes et qu'aux personnes qui venant de l'extérieur, mais aussi aux populations locales. Et donc ça fait partie des choses qu'on voit de plus en plus. On voit aussi des concepts qui vont faire appel aux artisans locaux, par exemple pour de la restauration, alors plutôt haut de gamme, mais de faire appel à des artisans locaux pour de la coutellerie, pour de la vaisselle dans des restaurants, par exemple, pour de la fabrication de meubles aussi qui vont venir directement dans les chambres, pour des ateliers d'artistes ou de l'artisanat directement qui serait installé dans ces hébergements. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit apparaître. Et puis, de manière générale, dans la conception des bâtiments aussi, alors ça c'est pareil, hein, c'est pas propre au tourisme, mais on le voit particulièrement dans le tourisme, avec des sites éco-conçus, des sites, des écologes fabriqués en bois, des matériaux durables, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment considérées de plus en plus, qui coûtent un peu plus cher, mais qui, en fait, il y a un retour sur investissement aussi sur ces éléments, puisque en fait, c'est aussi recherché de la part des visiteurs et des touristes, avec de plus en plus, et vous le savez, sur des plateformes de réservation, par exemple, des critères environnementaux qu'on peut ajouter dans les critères de recherche. Et donc, c'est des choses qui sont forcément mises en avant par ces investisseurs touristiques. Donc voilà, après, il y a des labels qui peuvent être développés par l'ADEME, par Atout France, par différentes régions, etc. Donc ça, c'est des éléments aussi assez discriminants qui peuvent permettre de donner davantage de visibilité et qui ont un vrai impact derrière. Donc je reviens sur les chiffres, hein, 28% en 2023, 42% en 2024, vraiment d'investisseurs qui mettent en avant ces critères RSE pour être dans une logique de durabilité aussi et de favoriser dans une logique de tension des ressources en eau, en foncier, etc. Voilà, sur des piscines aussi, sur les économies d'énergie. Enfin voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les critères d'implantation. Sixième enseignement, c'est le côté un peu modulable, disruptif, qui va sortir un peu des sentiers battus on cherche à ouvrir un hôtel de 150 chambres dans une métropole où on veut absolument être avec une vue mer sur le littoral.
parce qu'il y a une demande des visiteurs, mais parce qu'il y a un besoin d'offrir une nouvelle offre aussi. Les investisseurs vont regarder de plus en plus à investir dans des villes secondaires, dans des milieux ruraux. Voilà, chez nous, c'est 64% des investisseurs et des porteurs de projets qui regardent dans un site en milieu rural. Alors, on a évidemment les gîtes, mais vraiment des concepts aussi hôteliers de quelques chambres à des concepts un peu plus gros de 40, 60 chambres, sur des parcs de loisirs, évidemment aussi. Donc, il y a une vraie volonté à la fois de la part des territoires ruraux où le tourisme est un élément du développement économique très important, et à la fois des investisseurs de regarder sur ces sites ruraux. Une vraie volonté aussi de développer le tourisme 4 saisons. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une volonté, j'ai envie de dire, commune à la fois aux collectivités, aux territoires et puis aux investisseurs, de pouvoir faire vivre en fait leur hôtel, leur parc de loisirs au-delà de la haute saison. Alors, il y a des campagnes de pub qui sont lancées, etc. Mais comment ils arrivent à répondre à ça? C'est de pouvoir offrir finalement une expérience qui va au-delà du simple hébergement, mais d'offrir des sites qui permettent aux gens de rester sur place au sein de l'hôtel avec des spas, des salles d'escalade, des séminaires qui sont organisés avec aussi, on n'en parle pas assez, mais du tourisme d'affaires, de proposer des brunchs le dimanche matin qui vous permettent de rester derrière pour bénéficier du spa, de la piscine, des terrains de tennis, sans forcément dormir sur place. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui permettent vraiment d'ouvrir et de faire en sorte qu'au-delà des touristes qui viennent peut-être sur quelques mois, aussi ouvrir finalement les sites à la population locale et favoriser ce qu'on appelle, et j'ai horreur de ce terme-là, mais je vais quand même utiliser le staycation, de favoriser en fait le fait que les touristes viennent de un quart d'heure, 1 heure à côté du site en question. Donc ça se développe évidemment dans les métropoles, mais on le voit s'ouvrir un petit peu partout. Donc il y a une vraie demande aussi d'expérience de la part des utilisateurs et auxquels tentent de répondre les porteurs de projets. Donc voilà, toujours avec cet impact territorial fort, une capacité aussi à innover. Alors parfois avec des investissements qui sont modérés, parfois avec des investissements qui sont très très importants, mais qui du fait de cette ouverture sur du 4 saisons, sur autre chose que de l'hébergement, permettent en fait de répondre à ces investissements initiaux et puis une facilité aussi de recrutement parce que plutôt que d'avoir des gens qui sont recrutés uniquement sur 2 ou 3 mois, on a des gens qui peuvent vraiment travailler sur toute l'année sur ces sites et donc de favoriser aussi le recrutement qui est évidemment un point très très important dans la gestion d'un hôtel, d'un restaurant ou d'un parc de loisirs. Euh, il y a aussi une quête de reconnaissance effectivement de la part des pouvoirs publics. Ça, on le voit de plus en plus avec un vrai besoin d'attractivité, enfin un vrai besoin d'accompagnement en ingénierie. On le disait au début hein, sur les financements, sur la réglementation, sur la recherche de foncier de sites existants. C'est des choses qui sont de plus en plus complexes. Alors il y a des gens qui s'en sortent très bien, hein, des grands groupes qui ont des gens responsables développement dont c'est le métier, mais qui malgré tout en fait ont besoin d'avoir une visibilité très large. Et on voit trop souvent des appels à projets, des AMI qui sont lancés sur des plateformes qui sont pas très visibles, qui sont voilà très très concentrées ou sur des durées qui sont très limitées et qui permettent pas en fait de développer tout le potentiel d'un site parce que justement il n'est pas rendu assez visible. Donc il y a un vrai travail d'ingénierie à faire aussi de la part des agglomérations et des collectivités de manière plus générale sur ce sujet-là. Et puis aussi d'avoir un portage politique fort justement pour appuyer certains dossiers quand il y a un changement de PLU qui est nécessaire ou en tout cas un changement de destination, quand il y a une autorisation de la préfecture à avoir, voilà. Tous ces éléments sur des petits projets, sur des gîtes, on le voit pas trop évidemment, mais plus le projet est important en investissement, mais aussi derrière en capacité, etc., plus cet accompagnement territorial dans la fluidité des démarches, en tout cas, va être important. Et donc, c'est le chiffre qu'on met là, hein, c'est 43% des gens qu'on a pu nous accompagner indiquent que le soutien public local a joué un rôle prépondérant dans leur choix d'implantation finale. Il y a une concurrence territoriale aussi, forcément, qui est évidente. Et donc, le fait déjà pour vous de connaître un peu les biens, notamment les biens atypiques dont on parlait tout à l'heure, en amont, va vous permettre d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile, et finalement de vous démarquer aussi de la concurrence territoriale que vous pouvez avoir, et donc, in fine, de pouvoir accueillir ce type de projet. Voilà. Donc, on le note la plupart du temps, hein, la réactivité des équipes, l'agilité des équipes, fait vraiment la différence, in fine, sur l'installation et l'implantation. Et on arrive un petit peu au bout de la démarche pour nous. Je passerai la parole ensuite à mes deux comparses, mais le portrait robot aujourd'hui des projets d'investissement en type, voilà, c'est pour la majeure partie des cas 56% de reprise d'équipements existants. Donc ça, c'est un élément qui est très très important. On le voit dans le commerce évidemment avec
un changement aussi de génération, de gens qui partent à la retraite, etc., et qui ont une vraie volonté de faire reprendre en fait leur fonds de commerce, leur site. Donc, c'est 56% voilà, des reprises d'équipements existants. Il y a une certaine facilité aussi dedans. Forcément, quand on reprend un site existant, on prend peut-être moins de risques que d'aller acheter un foncier et puis de développer de zéro quelque chose. Mais ça peut aussi demander parfois de gros et lourds investissements parce que ça a pu manquer les dernières années de la gestion du site. On a quand même malgré tout presque un quart des biens qui sont sur de la création de sites. Donc vraiment là pour le coup partir de rien. Et puis 20% des besoins et des demandes qui sont sur de la location gérance. Donc voilà, avec des critères d'implantation qui sont souvent précis hein, en termes d'accessibilité. Ça, c'est un des premiers critères, évidemment, de pouvoir être accessible très facilement. Alors, pas forcément en train, mais en tout cas de pouvoir arriver dans une gare pas très loin et puis prendre sa voiture après. Quand on a un parc de loisirs, pareil, ce sont des critères qui sont très, très importants. Une visibilité, évidemment. Mais j'ai envie de dire, là, c'est à la fois du site, mais c'est aussi à la fois après, derrière, dans l'exploitation qui va se faire. Et puis d'avoir un bassin de clientèle aussi important. Donc évidemment dans un rayon de 2, 3 heures autour du métropole qui va permettre de remplir son établissement le week-end par exemple. Mais parfois à l'inverse, d'avoir quelque chose de très isolé justement pour offrir une expérience immersive vraiment particulière aussi pour les gens qui vont pouvoir venir dans l'établissement. Donc on a les deux coups. Ils sont très très attentifs évidemment au risque opérationnel des choses, sur les coûts imprévus, sur les délais d'aménagement, parce que ça va avoir un vrai impact derrière évidemment sur le financement. Donc ça, c'est des choses qui sont très regardées. Et donc on en parlait juste avant aussi, un niveau élevé de sécurisation des projets, avec une volonté là d'être accompagné de la part des collectivités pour être vraiment très sécurisé sur leur projet et aller jusqu'au bout et faire en sorte que ça soit viable sur la durée. Donc voilà un petit peu tous les critères qu'on a pu remarquer qui nous paraissaient importants à vous présenter. Donc je vous propose de continuer à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On vous transmettra bien sûr ce document et on a également une note de conjoncture qui reprend tous ces éléments un petit peu plus complètes que vous pourrez retrouver sur notre site. Et ben je vous laisse la main du côté de l'aglo pour montrer un petit peu les actions que vous avez pu mettre en place pour justement favoriser tout ça. Oui, merci beaucoup. Du coup, on va prendre la main pour vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place à l'agglomération Seineur. Tout d'abord, on voulait un petit peu vous présenter notre territoire. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, on est situé en Normandie, autour de Louviers. Donc, on a un territoire de plus de 105 000 habitants qui regroupe 60 communes, donc dans le département de l'Eure. Donc on est situé entre Paris et Deauville, à 30 minutes de Rouen. Avec un nom comme Senneur, on n'est pas forcément très facile de nous trouver, mais on est plutôt très bien situé puisqu'on est situé sur l'axe de la 13. On a plusieurs gares sur le territoire qui nous permet aussi d'avoir une très bonne accessibilité. Donc on a plusieurs atouts qu'on essaie de mettre en avant dans notre démarche de marketing territorial. On a la chance aussi d'être le premier pôle économique du département de l'Eure, avec un tissu d'industrie, notamment dans la pharmacie qui a été développée depuis de nombreuses années par les élus. Aujourd'hui, on a développé un deuxième pôle qui est situé autour des métiers d'art, qui nous permet aussi d'avoir une belle notoriété et de valorisation de nos territoires. Et le troisième pilier de développement que les élus ont souhaité mettre en avant depuis, on va dire maintenant 2 ans, c'est le tourisme. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette présentation. Parce qu'on a des nombreux atouts. Alors, évidemment, on a un territoire tourné autour de la nature, mais pas que. On est un site aussi qui regorge de pépites au niveau du patrimoine. On parlait des parcs de loisirs, on a la chance aussi d'en avoir un sur le territoire situé à l'Héripose. Donc on a pas mal d'atouts que on a envie de valoriser pour devenir une vraie destination touristique sur le positionnement plutôt nature et fun. Et puis depuis aussi quelque temps, on essaie de se positionner sur le tourisme d'affaires. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît?
Donc quelques chiffres juste pour vous situer un petit peu le territoire seineur. Donc on est à plus de 700 000 visiteurs en 2023 avec une concentration plutôt sur les mois d'avril à octobre, mais c'est aussi une volonté, on en parlait tout à l'heure, nous, de développer le hors-saison, parce que on sent qu'il y a aussi une volonté, enfin en tous les cas un potentiel sur ce domaine-là. Comme je disais tout à l'heure, on est plutôt axé nous sur le loisir outdoor, indoor. On développe beaucoup tout ce qui est rando, trail. On développe aussi toutes les manifestations autour de ces événements-là. On est aussi sur la partie dog friendly puisque c'est un secteur qui fonctionne très bien. Enfin en tous les cas dans lequel il y a un vrai potentiel. On est sur l'aspect patrimoine aussi avec le château de Gaillon qui est en cours de réhabilitation et qui va nous permettre aussi d'avoir un potentiel sur le secteur du patrimoine. Donc voilà. Donc pourquoi tous ces critères-là ont été mis en avant parce que comme le disait Régis Petit tout à l'heure, on est vraiment sur le développement de l'économie résidentielle, parce que le tourisme, ce sont des emplois qui sont non délocalisables. On a la chance aussi qui est en train de développer, là on a un BTS tourisme par exemple qui est en train de se créer sur le territoire. Donc l'idée c'est vraiment de créer un écosystème autour du tourisme. Tout en valorisant notre territoire. Comme je disais tout à l'heure, on développe le vélo, on développe la rando, on a la Sénat Vélo qui passe sur notre territoire aussi, qui est en cours de structuration et qui va nous permettre aussi de pouvoir développer notre territoire sur tous ces aspects-là. Euh, donc voilà, je vais pas vous abrutir de chiffres, mais en gros, voilà, le potentiel est là. Maintenant, ce que le président souhaite développer, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, c'était un manque d'hébergement touristique. Il dit souvent pas de lit, pas de touristes, et bah c'est vrai. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir développer justement et d'attirer des investisseurs touristiques pour vraiment passer le pas et passer la marche supérieure pour pouvoir attirer des plus longs séjours, notamment sur la partie pardon, tourisme d'affaires. C'est peut-être la slide d'après juste pour vous expliquer qu'on a voulu développer cette partie-là en créant une marque qui s'appelle le Spot Séminaire en Normandie qu'on a lancé en tout début d'année pour montrer qu'il y avait un potentiel de développement sur ce secteur d'activité-là. On a un très beau lieu qui s'appelle le Hub Expo et Congrès, qui a une très belle jauge qui permet d'organiser des grands séminaires, mais pas que. On a maintenant tout un écosystème, plusieurs prestataires de plus petites jauges qui nous permettent de vraiment répondre à toutes sortes de besoins des entreprises. Voilà, là où on pêche, comme je disais, c'est pour pouvoir développer le séminaire sur plusieurs jours, d'où la nécessité d'attirer des prestataires touristiques pour développer notamment cette partie-là. Donc, je vais laisser la parole à Delphine Huclet, ma collaboratrice, qui est en charge justement de développer, d'être en lien avec ces investisseurs touristiques, qui va vous expliquer un petit peu plus précisément ces missions. Merci. Alors moi, ma mission, c'est justement de mettre en relation les investisseurs avec les opportunités touristiques de notre territoire. Moi, je suis l'interlocutrice et la porte d'entrée pour permettre justement aux porteurs de projets de se projeter, mais aussi d'obtenir toutes les informations nécessaires liées au territoire avant chaque décision. Alors aujourd'hui, je vous présente le résultat de la mission après un peu plus d'un an d'expérience. Donc on est encore tout jeune sur cette mission. Cette première année a été consacrée plutôt à la mise en place d'une méthodologie pour répondre au mieux à la demande des investisseurs. Et la première étape de cette méthodologie, avant toute chose, qu'est-ce qui est essentiel, c'est de bien connaître l'offre touristique déjà présente. Quels sont les établissements qu'on a sur le territoire, combien de lits, quel type d'établissement. On a déjà fait un recensement de tout ce qu'on avait et tout ce qu'on pouvait proposer en matière d'hébergement touristique essentiellement. Alors, nous, on a 300 hébergements pour 5600 lits. Alors, ça vous parle pas vraiment parce que c'est un chiffre, voilà, lié à notre territoire. Mais si on entre un peu plus dans le détail, on constate que la catégorie d'hébergement la plus représentée sur notre territoire, c'est le meublé de tourisme de petite capacité, donc entre 4 et 6 personnes. Donc, on constate d'une part un déficit d'hébergement de grande capacité.
particulièrement pour développer le tourisme d'affaires. Et un autre constat aussi, c'est que 70% de notre parc d'hébergement n'est pas classé. Et concernant plus particulièrement l'hôtellerie, on a essentiellement une offre qui se concentre autour d'un pôle, un parc hôtelier à Val-de-Reuil, donc au bord de l'autoroute A13, plutôt dédié à des établissements de chaînes type Kyriade, Ibis, Mercure, et qui ne répond pas à une logique d'offre de destination, notamment pour la dimension durable qui a beaucoup été évoquée au cours de ce webinaire et que nous souhaitons nous aussi développer autour du tourisme de pleine nature. Alors justement, l'objectif de cette mission d'investissement touristique, c'est de moderniser notre offre pour répondre à ces enjeux de tourisme durable. C'est aussi de ne pas laisser les locaux vacants et notamment les sites patrimoniaux se transformer en friches. Donc on a une dimension aussi de réhabiliter le patrimoine et de lui trouver un nouvel usage, notamment en matière touristique. Et enfin, de développer aussi une offre de nouveaux concepts d'hébergement, donc être aussi dans l'innovation. Donc pour cela, on a fait tout d'abord un premier travail de recensement. Donc une fois qu'on connaît l'offre en place, c'est quelles sont aussi les opportunités touristiques qu'on va pouvoir présenter et proposer aux investisseurs et aux porteurs de projets. On a catégorisé nos opportunités, donc on les a recensées en trois catégories, donc les sites patrimoniaux à réhabiliter en vue d'y installer cette activité touristique, les terrains à bâtir, puisque c'est aussi une recherche, en tout cas un critère de recherche qu'on retrouve très régulièrement par nos porteurs de projets, les investisseurs qui nous contactent, et puis les affaires à vendre ou à reprendre. Donc aujourd'hui, on a environ une trentaine d'opportunités sur le territoire, toutes catégories confondues. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Donc une fois qu'on a recensé toutes ces opportunités, comment on a procédé? Alors on a missionné justement en Coris et plus particulièrement le pôle implantation tourisme, dont le rôle est très important parce que c'est l'équipe du pôle, donc Priscilla, Émilie, avec Marjolaine en responsabilité, qui après échange avec les porteurs de projets, nous fait suivre les cahiers des charges réunissant tous les critères de recherche de projet. Un exemple, les surfaces de terrain demandées, le type d'établissement, le nombre de chambres s'il s'agit d'une reprise d'hôtel, le budget d'investissement. Donc on a un cahier des charges extrêmement précis et détaillé qui nous parvient et qui nous permet ensuite, nous, de regarder si sur notre territoire, on a l'opportunité qui correspond à ce cahier des charges. Donc généralement, j'étudie le cahier des charges, je recherche le site idéal avant de recontacter le porteur de projet. Et ensuite, voilà, je le contacte pour voir si effectivement l'opportunité correspond à la recherche. Alors pour mener à bien ce travail, on a créé des outils de prospection et de communication et de valorisation aussi de nos opportunités. Tout d'abord une plaquette, donc une plaquette voilà en format papier mais aussi en format web qui me permet de prospecter aussi à travers les échanges par mail avec les investisseurs et les porteurs de projets. Elle est disponible aussi sur le site du pôle implantation tourisme et sur le site de l'agglomération Seineur. On a justement créé aussi une page dédiée aux investissements touristiques sur notre site. Des dossiers aussi spécifiques lorsque on est sur des gros dossiers, des grosses opportunités pour réunir tous les renseignements, notamment justement en matière d'urbanisme, en matière de réglementation, tous les renseignements administratifs aussi qui nous sont très régulièrement demandés. Voilà, des fiches de présentation. Enfin, tous ces outils sont extrêmement importants pour nous mettre en avant nos opportunités. Et puis, le plus important, effectivement, c'est que sur le pôle implantation tourisme apparaissent toutes nos opportunités, toutes catégories confondues, et ce qui permet vraiment aussi de valoriser ces opportunités auprès des investisseurs et des porteurs de projets. Donc, finalement, on a deux types d'entrée en contact. Soit effectivement le porteur de projet ou l'investisseur a contacté Ancoris et va nous contacter et on va l'envoyer sur le site du pôle implantation tourisme, ou soit il a déjà été sur le pôle et il va contacter Ancoris avant qu'on soit recontacté. Enfin, disons que les circuits de diffusion de l'information sont divers et variés. Et puis Ancoris fait aussi un gros travail de son côté de campagne, pardon, de mailing ciblé, de publication sur les réseaux sociaux et voilà, d'outils de communication qui permettent aussi de valoriser ces opportunités.
Donc, une fois que toute cette méthodologie est mise en place, bah, mon objectif, c'est de faire venir l'investisseur ou le porteur de projet sur le territoire. Alors, je dirais que quand il se déplace, c'est, ouais, je dirais presque gagné. C'est pas gagné, mais disons que c'est déjà une première étape de franchie. Une fois qu'il arrive sur le territoire, mon rôle, c'est de lui montrer à mon tour nos atouts. Alors, on a quand même cette chance de proximité parisienne qui fait que c'est quand même facile pour un investisseur situé à Paris de venir le temps d'une demi-journée ou d'une journée pour justement visiter le territoire. Donc, moi, je propose l'organisation d'une demi-journée pour aller voir à la fois les opportunités correspondantes, mais aussi bah, les gros totems touristiques de notre territoire, le château de Gaillon, le parc de Les Riposes. Et voilà, ça leur permet vraiment de se rendre compte. Et puis, une fois qu'il y a cette première étape de passer, de visite, ils reviennent parfois seuls aussi pour appréhender le territoire. Et puis ensuite, voilà, se lancent des démarches un petit peu plus administratives. Mon rôle aussi, c'est de les mettre en contact avec les services de l'urbanisme, le développement économique, finalement de leur ouvrir toutes les portes leur permettant de se projeter dans leur implantation, y compris sur les partenaires type département, région, services de l'État pour les autorisations. Enfin, voilà, il y a vraiment un rôle et de mise en réseau de tous les acteurs qui vont graviter autour du projet. Donc pour la slide suivante, c'était une slide finalement de fin pour vous donner un peu le constat qu'on a après un an d'expérience et de méthodologie mise en place. Donc c'est vrai que nous, notre atout, c'est quand même notre positionnement géographique qui est stratégique, qui est facilement accessible. On a un bon réseau routier, ferroviaire. On communique d'ailleurs de cette manière-là auprès des investisseurs et des porteurs de projets. Sur notre plaquette, le titre de la plaquette, c'est Investir en Seigneur, la destination normande entre Paris et Deauville. Donc voilà, nous en fait, on capitalise vraiment sur notre positionnement idéal entre la capitale et la mer. Et voilà, on sait qu'on a un potentiel à offrir aussi à des investisseurs qui souhaitent développer une offre, voilà, idéalement placée. Le deuxième atout, c'est notre patrimoine donc naturel, historique, qui est très riche et qui est très propice à la valorisation touristique, tant en matière de visite, mais aussi en matière de d'expérience. C'est aussi pour cette raison qu'on a des sites patrimoniaux qui pourraient, en tout cas sur lesquels on travaille pour être dédiés à une offre d'hébergement touristique. Et puis le troisième atout, c'est cette volonté politique affirmée en faveur d'un accompagnement et un soutien aux projets touristiques du territoire. 12 partenariats avec Ancoris aussi lancés en 2024, donc il y a un an. Et puis voilà, le recrutement sur ma mission qui est très apprécié des porteurs de projets, mais aussi des professionnels du territoire. Parce que on parle des porteurs de projets, des investisseurs, voilà, qui nous sont mis en contact par Ancoris, mais nos professionnels sont aussi potentiellement des investisseurs. Donc c'est important aussi de ne pas les oublier et comment dire, faire en sorte que cette prospection, elle ne soit pas perçue par les professionnels existants comme une concurrence qui va arriver sur le territoire, mais plutôt comme une proposition aussi de développement qui va permettre aussi aux établissements déjà existants de se développer sur le territoire puisque eux-mêmes connaissent parfaitement bien leur site, leur clientèle, leurs ressources aussi en main-d'œuvre. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Ensuite, bah, les points de vigilance et les freins, il faut quand même en parler. C'est vrai il y a des constats qui ont déjà aussi été évoqués précédemment. Les démarches administratives qui effectivement allongent, comment dire, la temporalité des projets d'implantation. Donc, c'est vrai qu'on sait que les échanges qu'on a actuellement avec des investisseurs ou des porteurs de projets permettront à des établissements de voir le jour d'ici voilà deux ans. Mais voilà, on sait qu'on est sur quand même des temporalités assez longues et puis aussi des démarches d'urbanisme assez importantes. Donc une réglementation d'urbanisme qui peut parfois être perçue par les investisseurs comme rigide ou difficile à adapter aux enjeux qui sont les leurs. Donc à nous aussi justement de travailler en bonne collaboration. Avec les investisseurs et les services de l'urbanisme pour voilà travailler sur le PLUI, le faire évoluer quand il y a des enjeux importants.
Et puis, Vinciane l'évoquait aussi tout à l'heure, la qualification de la main-d'œuvre, la formation sur place. Donc, on a un BTS tourisme qui se crée, on a un lycée hôtelier, on a un restaurant d'application. Donc, pour nous, c'est très important aussi de montrer que sur le territoire même, on a cette formation qui est potentiellement aussi une main-d'œuvre qui peut ensuite, voilà, permettre de recruter facilement sur place. Donc ça, ce sont vraiment les points de vigilance. Et puis sur les freins constatés, alors il faut qu'on poursuive nous sur notre notoriété et la destination. C'est vrai que Seneur, voilà, on a encore voilà un travail à faire sur cette notoriété de destination, sur notre stratégie touristique. On a aussi des fleurons touristiques sur notre territoire, très connus, existants depuis des années, qui aujourd'hui ferment ou se revendent. Et on se doit aussi les accompagner parce que ce sont des établissements, voilà, qui sont très connus, en tout cas localement, mais qui aujourd'hui ne correspondent plus nécessairement aux critères des nouveaux investisseurs ou des porteurs de projets. Je vous donne un exemple, voilà, un hôtel-restaurant dans une très belle bâtisse normande avec 15 chambres. Il est certain qu'aujourd'hui, un établissement où il va falloir entretenir régulièrement, faire beaucoup de travaux, sur 15 chambres où on est sur une jauge très limitée, en termes de rentabilité, ça peut faire peur à un investisseur et il va pas forcément, voilà, se lancer de la même manière qu'a été lancé le projet par le propriétaire actuel qui lui est là depuis 20 ans. Donc ça c'est vraiment aussi un frein important, c'est voilà comment aujourd'hui on valorise nos opportunités sur des critères qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Et puis la rareté du foncier aussi. On a aussi aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui nous demandent beaucoup de terrain, mais aujourd'hui les opportunités foncières elles se raréfient. Donc on essaie aussi justement de travailler sur la réhabilitation de friches, sur des terrains peut-être moins importants, mais sur lesquels voilà on va pouvoir quand même proposer quelque chose. Mais ça c'est vrai que bon, aujourd'hui, 5 hectares, 10 hectares à proximité d'un point d'eau, avec toutes les autorisations possibles, ça reste quand même une denrée très très rare. Donc voilà, donc c'est vrai que tous ces freins, en tout cas toutes ces tendances, c'est aussi les tendances qui ont été évoquées, donc qui correspondent aussi à la note de conjoncture et à ce qu'Ancoris a constaté. Nous, voilà, la conclusion de ce qu'on peut dire après un an, c'est que ce qu'on rencontre en fait sur notre territoire, c'est ce qui a été évoqué en matière de conjoncture actuelle d'une manière générale, c'est que on cherche la réhabilitation de friches en priorité. On modernise les établissements existants. On met l'accent sur la dimension durable des projets, donc ça c'est vraiment aussi un point très très important. Et puis aujourd'hui, nos porteurs de projets, ils souhaitent vraiment une offre qui est liée de la montée en gamme. Donc voilà, si on a des établissements 2 étoiles, on va avoir un hôtelier qui va être intéressé pour le reprendre, pour le faire monter en 3 étoiles plus ou 4 étoiles. Et puis des expériences nouvelles à créer avec de l'hébergement insolite ou innovant. C'est une demande aussi qu'on rencontre très très régulièrement. Donc voilà, on a des freins, mais on a aussi le potentiel qui permet malgré tout de répondre à la demande des investisseurs ou des porteurs de projets. Donc rendez-vous l'année prochaine pour les premières concrétisations d'établissements. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a plusieurs questions dans le chat, alors je vais les prendre dans l'ordre. Deux questions qui étaient plutôt sur la première partie, donc peut-être plutôt à Yannick d'y répondre. Parmi les Oui. investissements, faites-vous le distinguo entre les reprises d'activité avec rénovation et les créations nettes? Et deuxième question, quelles sont les tendances et évolutions de pratiques touristiques, consommation touristique, j'imagine, mer, montagne, territoires ruraux, culture, patrimoine, espace. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors sur la première question, on y a répondu en partie. Je pense c'est 56% des projets qui s'orientent vers une reprise d'activité, donc c'est une large majorité. Donc le reste qui sont plutôt effectivement soit sur de la création nette, soit sur de la location-gérance, mais voilà, une reprise d'activité qui est quand même essentielle. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Sur le second, sur les tendances des évolutions, en fait, c'est une question qui est très large. Alors, on le sait, pour nous, en tout cas, les projets qu'on détecte, c'est 64% des projets qui regardent plutôt sur des zones rurales.
Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, on travaille avec assez peu de territoires, par exemple en montagne, ce qui fait qu'on a les chiffres qu'on pourrait présenter sur ces territoires en particulier ne seraient pas forcément significatifs. En revanche, on travaille, ce que j'indiquais en introduction, sur le tableau de bord des investissements touristiques nationaux avec Atout France. Et donc, il y a une étude très complète qui sera sortie sur le sujet en septembre, octobre, plutôt début octobre, fin septembre. Et donc, on pourra évidemment transmettre à ceux qui le souhaitent cette étude qui sera diffusée de manière assez large avec ces éléments d'évolution. Ouais. Merci. Et ensuite, plutôt des questions donc sur Seiner. Pour la main-d'œuvre, le projet est-il accompagné de mesures pour l'hébergement de proximité? Alors, je pense que ça fait référence au projet dont vous avez parlé. Euh, une personne qui s'étonne que vous n'intégriez pas la question du tourisme fluvial dans votre stratégie, qui profite à la rive droite de la Seine, mais qui pourrait aussi bénéficier à la rive gauche. Et est-ce que vous avez intégré une démarche participative sur votre modèle touristique? Alors, démarche participative sur le domaine touristique, non. On a une démarche participative pour le moment sur tout ce qui est lié aux mobilités. Donc, bon, c'est un petit pan du tourisme, mais non, c'est pas encore intégré. Sur le tourisme fluvial, oui, c'est vrai que c'est pas. Alors, on fait partie de l'entente Axe-Seine, qui là, pour le coup, a une stratégie développée vraiment sur le fluvial. Après, nous, on a une offre aussi hein, sur le territoire, mais c'est vrai qu'il faudrait davantage développer. Après, il y a des projets, voilà, dont je peux pas parler encore, mais qui ont un lien plutôt tourné vers le fluvial. Et après, je suis pas sûre de comprendre la question de Monsieur Claus. Pour la main-d'œuvre, le projet est-il accompagné de mesures sur son hébergement à proximité? Si C'est vous par pouvez rapport. Je pense que peut-être. Oui, allez-y, Yannick. Non, je pense comprendre la question comme est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour héberger les saisonniers, notamment en termes d'hébergement vraiment pour les travailleurs. C'est comme ça que je comprends la Ah question. oui, d'accord, oui, effectivement. Alors effectivement, c'est une question qu'on a déjà soulevée avec nos collègues qui s'occupent d'accueillir notamment les nouveaux salariés. Et c'est vrai que c'est une vraie question parce on manque souvent d'hébergement dans ce domaine-là. Et on l'avait évoqué la dernière fois justement bah, avec Marjolaine, dernier point qu'on avait fait avec Ancoris. Ouais. Donc c'est vrai qu'on l'a intégré du coup à notre réflexion. Mm. Et Enfin, alors juste par connaissance un peu du milieu et notamment ce qui se passe à Vannes où on a des bureaux, je sais qu'il y a des logements étudiants qui sont mis en place justement, donc vide l'été pour être proposés aux travailleurs. Et il y a également une grande campagne qui a été lancée pour proposer aux habitants de Vannes en fait qui ont des chambres disponibles aux personnes âgées, mais pas seulement d'ailleurs, aux toutes les familles, de pouvoir accueillir justement ces travailleurs saisonniers. Alors, ça a eu un impact assez limité, d'après ce que je sais, puisqu'il y a assez peu eu de demandes finalement. Il y a eu pas mal de gens qui ont proposé, mais assez peu de demandes pour accéder à ces chambres. Et, alors, c'est à une échelle très locale, mais voilà un petit peu les innovations qu'on peut voir passer. on a une autre question qui concerne Seiner. Est-ce que l'aglo intervient financièrement sur la mise à niveau des hébergements, montée en gamme, rénovation, et si oui, par quel dispositif? Ah, ça, On- ça la... Oui. Ah, vas-y, C'est quoi, on y On y- réfléchit. c'est ça. Voilà. Ok. C'est en cours de réflexion et pour le moment, c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Mais oui, oui, on a ça en En tête. fait, en fait, pour compléter la réponse, on avait un dispositif d'aide à l'immobilier qui avait été transféré à une époque au département, puisque ils avaient voulu conserver cet élément, et puis finalement le département arrête. Et donc effectivement, nous, on fait déjà de l'aide à l'immobilier d'entreprise pour de l'investissement plutôt tertiaire, industriel. Et donc, effectivement, on se préoccupe de pouvoir le compléter avec les hébergements et de prendre le relais de ce qui se fait plus au niveau départemental. Et peut-être sur la question du fluvial, la question du fluvial, alors aujourd'hui, nous, on est sur effectivement l'axe Seine. Bon, les bateaux de croisière, ils interagissent finalement assez peu avec les territoires. Ils viennent, ils font une visite, ils repartent. Nous, enfin, je parle sous le contrôle de mes deux collègues, ce qui nous guide beaucoup plus, c'est le projet touristique de la Seine à vélo, où là, on pense qu'il y aura vraiment un développement extrêmement important avec des
touristes qui dépensent pas mal d'argent finalement sur leur trajet. Et donc cette scène à vélo, on y croit beaucoup. Après, aujourd'hui, l'objet, il existe sur des cartes, il est jalonné en partie. Il n'est pas toujours physiquement visible, c'est-à-dire que c'est plutôt des véloroutes. Mais en tout cas, la Seine à vélo, c'est sans doute un. Alors, c'est en lien avec la Seine, mais c'est pas forcément sur la Seine, à côté de la Seine. Mais en tout cas, c'est sans doute une locomotive identifiée comme telle pour le territoire. On a aussi des blocs de questions qui concernent plutôt les questions environnementales et comment s'articulent les stratégies touristiques avec la biodiversité et les ressources, qui m'amène à une question que j'avais, mais donc je vais la poser aussi. Quelles sont les innovations en matière d'activités de loisirs qui répondent à des enjeux de préservation dans les territoires ruraux en particulier? Est-ce qu'il y a une dynamique de porteurs de projets autour de ce point, notamment sur des enjeux de surfréquentation de sites naturels et de sensibilisation? On a aussi une question avec l'augmentation des fortes chaleurs et la montée des eaux, notamment en Normandie. Dans quelle mesure ces phénomènes représentent-ils un frein aux investissements sur le long de la Seine? Et moi, ma question, elle était sur l'articulation entre le slow tourisme, enfin cette tendance-là à aller vers des espaces plus naturels, se rapprocher de la nature, etc., mais qui parfois amène à des investissements en bord de littoral ou de réserves de biodiversité, de lacs, etc., avec tout ce que ça comporte de risques mais aussi d'impact sur la ressource, le paysage, la biodiversité. Comment réagissent les porteurs de projets privés d'un côté et les décideurs publics de l'autre pour l'accompagnement ou le renoncement à ces projets-là? Voilà. Ouais. Ouais, c'est une question qui est très vague, on pourra prendre 1 heure de plus pour répondre à tout ça. Je vais essayer d'apporter des éléments, des premiers éléments de réponse. Alors, il y a une question très politique aussi derrière tout ça. On parlait de l'acceptabilité des projets. Il y a des choix politiques qui sont faits en matière d'aménagement, en matière de réglementation, de PLU, de SCOT, pour pouvoir autoriser ou non à certains endroits des activités touristiques. Donc, en fait, la première réponse, elle est aussi politique et elle est celle-ci. Une fois que les réglementations l'autorisent, effectivement, ce qu'on a indiqué, hein, c'est que de plus en plus, les porteurs de projets regardent ces critères d'acceptabilité, ces critères environnementaux, pour pouvoir être certains qu'une fois leur projet développé, il soit viable sur la durée et d'une manière environnementale aussi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est justement, et c'est aussi notre rôle et notre plus-value, c'est qu'on va amener des projets qui peut-être initialement regardaient dans des secteurs très touristiques avec une demande forte, pour les amener dans des secteurs peut-être plus ruraux, moins regardés initialement, et qui vont pouvoir y développer une qualité du tourisme dans un secteur où justement il n'y a pas de surfréquentation et il y a un vrai manque d'offres. Donc la réponse, elle est là finalement, c'est d'aller essayer de développer sur du tourisme 4 saisons pour éviter aussi les surfréquentations l'été, mais développer dans des endroits où c'est autorisé, où des études environnementales, etc., sont faites pour pouvoir y développer soit du loisir, soit de l'hébergement. Est-ce que je peux faire un petit complément à cette réponse par un retour d'expérience? Nous, pour le coup, sur les 30 opportunités qui ont été identifiées sur le territoire, on n'en a aucune, par exemple, en bord de Seine, parce qu'aujourd'hui, entre justement les demandes d'autorisation en site classé, le plan de prévention aussi du risque d'inondation qui vient tout juste d'être réécrit. On sait qu'aujourd'hui, des projets d'investissement sont très compliqués aussi en bord de Seine. Donc, comme vous le disiez très justement, on préfère capitaliser sur des opportunités qui sont plus éloignées des opportunités plus éloignées du bord de l'eau, mais sur laquelle on peut valoriser des itinéraires comme la Seine à vélo en disant que voilà, on est à proximité et finalement on favorise aussi les mobilités douces en mettant en avant d'autres sites plutôt que d'essayer d'aller chercher des sites en bord de Seine sur lesquels, effectivement, aujourd'hui, on sait qu'on n'aura pas forcément d'implantation possible, en tout cas, réunissant tous les critères environnementaux qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous on anticipe aussi en se disant que voilà les opportunités qu'on valorise elles sont aussi sur des sites sur lesquels il n'y a pas ces enjeux-là et sur lesquels on préfère laisser d'autres projets se faire mais en tout cas pas des projets d'investissement touristique pas sur des sites protégés ou sur lesquels il y a une réglementation stricte sur lesquels on pourra pas intervenir. Merci beaucoup pour vos réponses. On touche à la fin de ce webinaire. Donc, s'il y a des derniers remords, des dernières remarques, c'est le moment.
Bon, écoutez, je vous propose de clôturer. Merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes pour leur participation. Comme prévu et comme indiqué au début du webinaire, on vous transmettra le replay et la présentation d'ici la fin de semaine. Donc, pas d'inquiétude si vos collègues ou si vous avez dû partir plus tôt ou vous êtes connecté en retard, vous aurez tout. Et moi, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui seront présents aux universités d'été qui se tiendront dans 15 jours maintenant à Chalon-sur-Saône. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au Merci à revoir. tous, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.